bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Jérôme Durin, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Saône-et-Loire, membre de la commission des lois. Vous allez donc réagir à différents sujets, vous connaissez le principe, et notamment à cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Durant toute l'émission, nous irons comme tous les jours en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui avec Alexandre Poussard, vous le voyez. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui Fanny Conqui, bienvenue Fanny. Le Sénat étrille le plan bio du gouvernement. Oui, selon les sénateurs, les objectifs ne seront pas atteints. Du côté du ministère, évidemment, on ne partage pas tout à fait cet avis. Et je signale un très bon article de François Vignal sur le sujet sur le site de Public Sénat, publicsénat.fr. Tam Tranui fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Tam. Le Sénat s'est aussi penché sur la situation des enfants issus de couples franco-japonais. Plus exactement sur la question des enlèvements d'enfants franco-japonais, autant de drames sur lesquels le Sénat lance l'alerte. Et on verra ça en détail avec vous tout à l'heure. Caroline Deschamps est aussi avec nous ce soir. Bienvenue Caroline, chef du pôle web de Public Sénat. Le coronavirus, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on dit un peu tout et n'importe quoi. Oui, fake news et vrai virus. À tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat. Nous revenons ce soir sur l'un des sujets majeurs de cette campagne pour les municipales, c'est la question du communautarisme. Emmanuel Macron compte annoncer prochainement des mesures pour lutter contre ce qu'il appelle les forces qui minent l'unité nationale. En attendant, le RN lui gagne du terrain dans les zones sensibles. Marine Le Pen était par exemple à Maubeuge le week-end dernier. Une liste communautaire y avait obtenu des scores relativement importants. Nous sommes allés tourner un reportage là-bas. Il posera les termes du débat avec nos invités. Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord, la mobilisation contre la réforme des retraites. 4 syndicats ne désarment pas. L'un d'eux appelle même un lundi noir dans les transports le 17 février prochain. La CGT annonce ce soir 130 000 manifestants à Paris. Ils espèrent faire encore reculer le gouvernement. On va en parler avec vous dans un instant, Jérôme Durin. D'abord, les images et les réactions du jour. C'est avec Jonathan Dupriez et Robinson Hollanders. Leur mot d'ordre n'a pas changé depuis 2 mois. CGT, Solidaire, FSU ou encore FO, ici en tête du cortège parisien, réclament toujours le retrait de la réforme des retraites. Alors que l'Assemblée nationale a débuté l'examen du texte en commission spéciale, eux le jugent toujours injuste et dangereux. Il faut que le gouvernement revienne à la raison, il faut que les parlementaires, maintenant c'est à eux de faire entendre raison au gouvernement et nous on va accompagner le débat en faisant en sorte de maintenir l'expression d'une mobilisation, d'une conviction, d'une détermination face à ce qui n'est plus ni de la détermination ni de la flexibilité, c'est de l'obstination. Il faut que le gouvernement cesse d'être obstiné. Outre Paris, d'autres cortèges ont défilé en France. 4500 personnes à Marseille selon la préfecture ou encore 2700 à Bordeaux. Malgré ces chiffres en nette baisse par rapport aux semaines passées, les leaders syndicaux réfutent tout essoufflement. Il y a beaucoup d'endroits où c'est la grève, des fois en reconductible de 24 heures, parfois 2 heures tous les jours, parfois 2 fois par semaine. C'est les salariés qui décident. De son côté, le gouvernement estime que suffisamment de concessions ont été accordées aux syndicats ces derniers mois. Et à l'heure où l'opposition, principalement France Insoumise, a déposé plus de 20 000 amendements à l'Assemblée, Sibeth Ndiaye dénonce un dévoiement de la démocratie. Est-ce que c'est éclairant pour le débat citoyen que vous ayez une succession de gens qui vont défendre des amendements qui sont différents à une virgule près ? Mais c'est un dévoiement de la démocratie. Je le regrette très profondément. Donc aujourd'hui, on se place dans la perspective, dans l'espoir que tout le monde revienne à la raison. Les syndicats hostiles à la réforme décideront dans la soirée de la poursuite ou non du mouvement. L'UNSA-RATP a d'ores et déjà appelé à un lundi noir dans les transports franciliens le 17 février. Allons plus loin donc avec vous. D'abord Jérôme Durin, sénateur socialiste de Saône-et-Loire. 4 syndicats qui se mobilisent toujours, mais des cortèges qui se vident un petit peu. Est-ce que c'est encore dans la rue que ça doit se jouer d'après vous ? On voit bien qu'on est passé à une autre phase de la contestation de ce projet. Il y a évidemment eu le mouvement social qui produit ses derniers effets. On est presque maintenant dans une logique d'accompagnement du travail qui se fait à l'Assemblée et bientôt au Sénat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français ne veulent pas de ce texte et continuent à être opposés à ce texte, puisqu'une très large majorité d'entre eux disent que cette réforme des retraites, qui a été mal amenée, mal comprise, ils n'en veulent pas. Mais vous dites que c'était bien que ça commence par la rue. Maintenant, c'est peut-être aux parlementaires de prendre le relais de la contestation. Ça suffit la rue ?
les syndicats font ce qu'ils veulent. Ils continuent d'agir et proposent d'autres types d'actions. Moi, j'ai vu des gens la semaine dernière syndiqués dans les syndicats réformistes et j'ai senti leur embarras. Des syndicats qui ne sont pas parmi ces quatre-là. Parce qu'en gros, ils sentent qu'ils sont floués. Ils sont floués. Donc, on est maintenant dans une procédure parlementaire. Il y a ce qui se passe à l'Assemblée, le Sénat va s'en saisir. De toute façon, il faut se battre contre ce texte quand on estime qu'il est mauvais. C'est mon cas, c'est le cas de mon groupe, de mon parti politique, et nous allons continuer à nous battre. Si les syndicats sont dans la rue, très bien, ça accompagne le mouvement. De toute façon, la colère, elle est partout, et c'est ça le vrai sujet. Enfin, ils ne sont pas seulement dans la rue, parce que l'UNSA RATP, premier syndicat de la régie qui appelle un lundi noir dans le métro et le RER le 17 février prochain, je pense qu'il y a pas mal d'usagers et de téléspectateurs qui nous regardent, qui se disent « Ah non, ça ne va pas recommencer ». Vous validez, vous dites allez, c'est pas grave, allez-y quand même. Écoutez, moi je n'ai pas donné de consigne aux syndicats, chacun choisit les modes d'action. Vous avez un d'action. avis, j'imagine. Ah ben j'ai un avis, je pense que ce texte est mauvais et qu'il est mauvais pour les générations futures. Oui, mais la méthode de contestation. La méthode de contestation, on agit avec les moyens qu'on a. Quand Sibeth Ndiaye dit c'est le dévoiement de la démocratie que de déposer des amendements, si on ne dépose pas d'amendements au Parlement, qu'est-ce qu'on fait alors ? Et quand on pense que le texte est très mauvais, qu'il met en péril un équilibre social, est-ce que quelqu'un dans ce gouvernement entend la colère qui s'exprime ? Est-ce que vous avez vu hier Édouard Philippe répondre à une question de notre collègue Mouillet, l'embarras du Premier ministre, 5 minutes pour dire « Ah oui, effectivement, ça va mal. Il y a des couacs, le Conseil d'État sur les retraites, le Conseil d'État sur la circulaire Castaner. » Est-ce que vous entendez, vous les gens qui, à gauche, puisque c'est ma sensibilité, nous disent la prochaine fois, Macron-Le Pen, nous, ce ne sera pas Macron. C'est ça qui se passe dans le pays. Il y a une colère profonde, il y a eu les gilets jaunes, il y a la réforme des retraites, il y a une politique qui est une politique de droite. C'était pas le deal au départ. C'était pas le deal. Et les gens disent, on a été floués. Et le FCE dit hier, la politique qui est conduite, elle a été conduite au profit de ceux qui ont le plus de moyens dans ce pays. Il y a une forme d'imposture dans ce qui se passe. Alors quand on nous parle de dévoiement de la démocratie, si on est aimable, on a envie de rire. On a plutôt envie de se fâcher. Le texte ne va pas arriver tout de suite au Sénat, mais il va finir par arriver. Quelle approche aurez-vous, vous, au groupe socialiste, au Sénat, de ce texte ? On verra. On est contre. Nous sommes contre. On va regarder comment ça se passe à l'Assemblée. On va regarder comment les lignes bougent. Qu'est-ce qui va se passer dans le pays ? Alors, on a un chef de l'État qui est, excusez-moi de le dire comme ça, qui est détesté, personnellement. Parce que on a eu une année 2017... C'est déjà arrivé, hein, Nicolas Sarkozy était détesté personnellement, François Hollande était détesté personnellement. Je ne pense que ça n'est pas arrivé à ce point-là. Je pense que ça n'est pas arrivé à ce point-là. Et il y a une forme d'incarnation des élites, loin du peuple, d'une imposture sur le projet, ni droite ni gauche en même temps. C'est pas en même temps. C'est pas en même temps. Et la colère qui existe dans le pays, on la sent, nous, dans nos départements. La colère qui existe dans notre pays, elle me fait peur, elle nous fait peur. Et les échéances électorales qui arrivent, qu'est-ce qu'il va faire le président de la République ? Il va remanier ? Il convoque sa majorité qui commence à le lâcher ? Enfin, vous trouvez que c'est sain, cette ambiance dans le pays ? Moi, je trouve que ça n'est pas sain. Donc, c'est encore loin l'étude du texte au Sénat. Il va se passer peut-être beaucoup de choses d'ici là. Peut-être qu'on aura encore des couacs, peut-être des ministres qui vont faire des bourdes. Peut-être plus de texte du tout. Peut-être plus de texte du tout, donc on verra bien. En tout cas, ce texte, il est malvenu. Il est dans la lignée d'autres textes, je pense à l'assurance chômage, qui précarise les gens, qui met en difficulté ceux qui sont les plus faibles. C'est pas ce qui avait été promis en 2017 et les gens l'ont bien compris. Et Jérôme Durin, je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets, les sujets choisis par nos chroniqueuses du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Fanny Conquis, on commence avec vous, ce club. Un rapport du Sénat tire à boulet rouge, c'est le cas de le dire, sur la politique du gouvernement concernant l'agriculture bio. Oui, c'était un engagement d'Emmanuel Macron et du gouvernement après les États généraux de l'alimentation en 2017, développer l'agriculture bio. Quelques mois plus tard, le plan Ambition Bio était dévoilé par le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Travert. Regardez, certains engagements, atteindre 15% de surface en agriculture biologique en France d'ici à 2022. Et puis distribuer 20% de produits bio dans la restauration collective. Alors à mi-étape, les sénateurs se sont donc penchés sur ce plan. Les sénateurs ont rendu un rapport très critique. Tout d'abord, selon eux, à ce rythme-là, les objectifs ne seront jamais atteints dans les temps. Regardez les chiffres de l'évolution de l'agriculture bio. En 2003, on était à 2% de surface bio. Bon, certes, 10 ans plus tard, on a doublé, on est à 3,8%, mais en 2018, on est seulement à 7,55%. Mathématiquement, il faudrait redoubler d'efforts pour que l'objectif de 15% en 2022 soit atteint. Je vous propose d'écouter justement Alain Aupert, qui est l'un des auteurs de ce rapport.
Ce plan Ambition Bio 2022, on pourrait le renommer et l'appeler Ambition Bio 2026, au mieux. Et en ce qui concerne le bio dans la restauration collective? Alors là, on rappelle l'objectif, 20% de bio dans la restauration collective. Là aussi, le rapport estime que l'objectif ne sera pas atteint. Regardez les chiffres. En 2017, on était à 3%. En 2018, on était à 4,5%. Alors globalement, on le sait, la demande en bio, elle augmente, elle ne cesse de croître, si bien que pour répondre à cette demande, la France est obligée d'importer 30% de ses besoins en bio. Et là encore, le rapport souligne un souci. Les cahiers des charges qui sont différents de celui imposé aux agriculteurs français, et ces importations qui sont mal contrôlées. Écoutez Yannick Botrel, l'autre auteur de ce rapport. Il y a une suspicion de la part d'un certain nombre d'opérateurs en France sur certains produits pénétrant sur le marché français. Donc nous considérons que là, comme de manière générale concernant les produits importés, il y a un renforcement des contrôles, singulièrement ceux opérés sur les végétaux par la DGCCRF. Et donc là, très clairement, oui, il faudrait que nous nous préoccupions, que les pouvoirs publics se préoccupent de ce sujet. Et Fanny, il y a un autre problème, encore un pointé du doigt par les sénateurs, c'est le financement. Oui, évidemment, il est aussi question d'argent. Il faut savoir que les agriculteurs qui passent au bio bénéficient d'une aide pour la conversion qui est de 3 ans. Selon les sénateurs, cette aide passerait de 3 à 2 ans. Par ailleurs, les agriculteurs bénéficient aussi d'aides de l'Union européenne, mais aussi des agences régionales de l'eau. Mais cela crée, selon les sénateurs, des disparités selon les régions. Et cette question financière, elle fragilise les agriculteurs. Ça met en danger l'agriculteur. Les grandes cultures ont du mal à passer en bio parce que les rendements ils chutent de façon énorme et la compensation ne suffit pas. Bon, on l'a compris, c'est clairement un rapport au vitriol, quoi. Oui, alors évidemment, j'ai contacté le ministère de l'Agriculture qui, de son côté, déclare que ce rapport a quand même plusieurs inexactitudes. Sur le financement, par exemple, le ministère affirme que la durée de conversion n'a pas changé. Par ailleurs, sur le cahier des charges, le ministère rappelle qu'il est encadré par la réglementation européenne. Il est donc le même pour tous. Et puis enfin, sur les objectifs, regardez les projections du ministère qui nous a donné cet après-midi en 2018. On est donc passé de 6,5% à 7,5%. On devrait être entre 8 et 9% en 2019 et ça pourrait faire du 13% fin 2022, donc assez proche des 15%, me disait-on, et donc pas si loin des objectifs du plan Ambition Bio. Jérôme Durin, quelle conclusion peut-on en tirer? Que c'est un rapport un petit peu sévère quand même avec le gouvernement, ou vous partagez le constat? Les rapports sénatoriaux sont rarement fantaisistes, ils sont souvent assez étayés, et cette maison, cette chambre haute a plutôt la réputation de produire des rapports avec du contenu. Donc moi je fais confiance à mes collègues qui n'ont pas la même sensibilité d'ailleurs, qui ont travaillé dans une perspective objective. Je crois que c'est la réalité. Enfin moi ce que je sais c'est que je suis élu régional en Bourgogne-Franche-Comté, que les agriculteurs bio sont venus aux portes de la région nous dire la colère qu'ils avaient, que les annonces du gouvernement, ce fameux plan de 2018, 1 milliard 100 millions d'euros, n'a pas produit les effets escomptés. Les chiffres que vous avez rappelés, qui sont sans doute contestés par le ministère, mais... Qui en donnent d'autres, quand même, qui est concret, ils sont précis leurs chiffres aussi. Oui, et puis qui donnent des perspectives. Mais en tout cas, les chiffres du jour, c'est pas ce qu'on attendait. On n'est pas sur la pente qu'on imaginait. Donc moi, je pense que le bio, c'est une des approches de la transformation de l'agriculture en général. Et qu'il y a une demande sociétale qui est très très forte vers des produits de qualité pour la santé des populations, pour des productions qui respectent l'environnement. La demande sociétale, elle est très forte. Et derrière le bio se cachent des difficultés qui ont été évoquées par nos collègues, par mes collègues. Cette importation assez massive de produits bio, 30% de l'étranger, parce qu'on n'est pas capable de produire ici. Du bio qui fonctionne bien dans notre pays sur quelques filières. Bovin, lait, viticulture, grande surface, céréalière, c'est difficile. Un recours aux produits bio dans les cantines scolaires qui est insuffisant. Et on voit qu'on a du mal à alimenter, puisque toutes les régions, tous les départements, et la nôtre en tout cas, s'en occupent. On essaye de faire en sorte que la restauration... Mais vous n'avez pas confiance en Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, maintenant qu'il a abandonné Biarritz, que vous connaissez parfaitement. Il nous a dit en avril dernier, il voulait faire de la France, je le cite, le leader européen au niveau
de l'agriculture biologique. Mais il voulait aller à Biarritz, il veut plus. Donc je pense qu'il faut faire confiance à Didier Guillaume. D'accord. Mais je fais confiance à Didier Guillaume et je fais confiance les membres de ce gouvernement. au gouvernement. Sauf que quand les chiffres disent l'inverse de ce qu'ils prétendent, c'est un peu embêtant. Et on voit que sur le terrain, cette affaire de la conversion et du maintien pour lesquels le gouvernement envisage quand même de passer de 3 à 2 ans et de 2 à 3 ans pour faire des économies sur le bio, ça ne va pas dans le sens du développement du bio, alors même que les attentes sont tout autres et que le besoin des agriculteurs, c'est d'être épaulés. C'est compliqué, il y a besoin de formation, de structuration des filières, de stabilité des prix. La question des prix elle-même est posée. Le rapport insiste beaucoup sur cette question des prix trop élevés. Comment on arrive à faire en sorte que le bio ne se soit pas réservé à certains bobos de centre-ville qui peuvent se le payer. Les marges distributeurs. Si c'est un nouvel Eldorado pour les grandes surfaces, alors on a raté l'objectif. Ça doit être accessible à tous, dans tous les territoires, pour les producteurs, pour les consommateurs. Et on va continuer avec vous, ce club Tam Tra Nu. Vous n'avez pas parlé de bio. Aujourd'hui, vous avez choisi un sujet même assez grave, assez lourd. Le Sénat cherche des solutions aux enfants issus de couples franco-japonais qui ont été enlevés. Et oui. Imaginez, vous allez un jour au travail comme d'habitude et puis vous rentrez chez vous le soir, et bien votre conjoint a disparu et avec votre conjoint, votre enfant aussi a disparu. Cette situation, elle est arrivée à plusieurs pères, plusieurs mères français qui avaient un conjoint japonais. Le problème, c'est que dans ces cas-là, le conjoint japonais a pu disparaître dans la nature avec l'enfant et le parent lésé n'a alors aucun recours possible. C'est un sujet très douloureux sur lequel les langues commencent à se délier. Il y a eu des témoignages de plus en plus de parents qui cherchent aujourd'hui désespérément à retrouver leur enfant. C'est le cas d'Emmanuel. Il est père d'une petite Claire qu'il n'a pas revue depuis 5 ans. Écoutez. Le Japon viole les droits des enfants tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est que, par exemple, après un divorce, au Japon, il n'y a qu'un seul parent qui a l'autorité parentale. Donc il n'y a qu'un seul parent qui reste le parent de l'enfant. Et l'autre parent est totalement mis sur la touche de côté. Et si le parent qui est laissé pour compte, qui est seul, loin de son enfant, essaye de s'approcher de l'endroit où réside son enfant ou même de l'école, alors la police peut être appelée et ce parent-là peut être jeté en garde à vue, comme je l'ai été témoin. Voilà, et face à ces cas terribles, le Sénat a donc décidé de se saisir du sujet. C'était hier. De quelle manière exactement ? Eh bien, hier, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de résolution. Donc, je précise bien qu'une proposition de résolution, ce n'est en rien contraignant, ce n'est pas une loi. Une résolution qui demande, en gros, au gouvernement français d'agir sur le sujet, qui demande au Japon de respecter les conventions sur le droit de l'enfant et qui propose aussi certaines avancées concrètes, comme créer un poste de magistrat dédié à l'ambassade de France au Japon. Toute cette discussion, elle a eu lieu à l'initiative du sénateur de La République En Marche, Richard Yung, qui porte ce combat depuis de nombreuses années et qui d'ailleurs avait déjà fait adopter une proposition de résolution il y a une dizaine d'années sur le sujet. On l'écoute hier dans l'hémicycle. Lorsque le couple est établi à l'étranger, l'enlèvement a généralement lieu lors du séjour temporaire au Japon de l'un des parents. À cet égard, je condamne fermement les propos qui ont été tenus par un groupe d'avocats japonais à l'occasion d'un séminaire organisé à Paris le 15 mai 2018, ces avocats avaient alors expliqué à des Japonais résidant en France comment légaliser, entre guillemets, l'enlèvement d'un enfant depuis notre territoire. Et oui, vous avez bien entendu, il s'est donc même tenu à Paris, le 15 mai 2018, un séminaire qui était co-organisé par le ministère des Affaires étrangères du Japon et la Fédération japonaise des associations du barreau, où l'on expliquait aux participants comment s'y prendre pour enlever son enfant et comment contourner la Convention de La Haye sur les droits de l'enfant. Je comprends pas, ça veut dire que le Japon ne respecte pas les conventions internationales sur le sujet ? Et oui. Et pourtant, le Japon, il a bien signé, il a bien ratifié cette convention de La Haye en 2014. La convention, elle date quand même de 1981, donc ils ont vraiment pris le temps. Mais la convention, elle dit bien qu'elle doit protéger l'enfant sur le plan international contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicite et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'état de sa résidence habituelle, ainsi qu'assurer la protection du droit de visite. Mais tout cela, le problème, c'est que cela n'est pas rétroactif, cela n'est pas effectif, car la justice japonaise
japonaise ne reconnaît tout simplement pas ces principes. Et même pire, la police n'intervient jamais au Japon car elle considère que ces affaires familiales ne sont pas de son ressort. Du coup, beaucoup de parents français qui voulaient intenter des actions en justice se sont entendus dire par leur propre pays que le Japon, eh bien, c'est un pays souverain et donc il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que c'est aussi un problème pour les Japonais eux-mêmes? Oui. Au total, eh bien, ce problème il concerne aujourd'hui 150 000 enfants qui ont tous les deux des parents japonais. Les franco-japonais, ils sont beaucoup moins. Ils sont seulement 11 selon les statistiques officielles, mais cela serait bien plus en réalité. Et même si eh bien, cette situation elle fait partie des mœurs japonaises, elle est normale là-bas, il y a de plus en plus de parents lésés qui montent des associations pour dénoncer cet état de fait. L'an dernier, il y a eu des évolutions positives dans la loi japonaise qui ont été bien accueillies d'ailleurs par ces associations, même si, il faut bien le préciser, le Japon n'autorise toujours ni le partage de l'autorité parentale, ni la garde alternée. Jérôme Durin, est-ce qu'on est là face à un problème aussi de confrontation de cultures qui s'opposent, qui n'ont pas la même façon de voir la parentalité peut-être? Oui, je crois que le cadre culturel est en cause, explique cette situation. Et on sait que le Japon, comme la France d'ailleurs, est un pays avec une culture extrêmement forte, qui rayonne. Ouais. D'ailleurs, on sait qu'il y a une forte appétence de nos compatriotes pour la culture japonaise, qui a des traditions extrêmement solides et qui produit dans le quotidien des difficultés de compréhension et sans doute d'application de normes internationales. Vous m'avez entendu très très dur avec le gouvernement tout à l'heure, avec le chef de l'État. Je veux souligner la qualité du travail de Richard Young. Donc il ne s'agit pas de sectarisme. Sur ce dossier-là, on peut considérer que la République En Marche fait œuvre utile avec cette proposition de résolution. Il a aussi fait adopter, quand il était socialiste, il y a quelques années, Richard Young, cette proposition de résolution. C'est le passé qui parle, alors du coup. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. Non, mais ça prouve quand même que ce sujet est extrêmement important, qu'il y a beaucoup de souffrances, même si les cas sont difficiles à recenser, 11, beaucoup plus, familles franco-japonaises, peu importe. On a une difficulté avec la justice japonaise en l'espèce. C'est la culture, mais c'est quand même la justice. Nos compatriotes ont découvert la justice japonaise récemment avec le cas Carlos Ghosn. Ces pratiques très différentes des nôtres, la garde à vue de 24 jours, un système qui nous paraît étonnamment verrouillé, complexe, très dur. Et en l'espèce, je pense qu'on a raison d'essayer de venir en soutien de ces familles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Une proposition de résolution, ce n'est pas grand-chose. Votre reportage et votre travail est assez accablant d'une certaine manière, parce qu'on se dit qu'on est effectivement démunis. Donc le Sénat se saisit avec la proposition de résolution d'un outil qui est à sa disposition. Je crois qu'il faut continuer. Et on sait que dans la mondialisation, dans la globalisation, beaucoup de choses bougent et que finalement, les pratiques ont tendance quand même à se répandre d'un pays et d'un continent à l'autre. Donc espérons, comme vous l'avez dit en fin de reportage, qu'on va voir les choses évoluer de l'intérieur de la société japonaise elle-même. Et rapidement pour les familles en tout cas. Caroline Deschamps, chef du pôle web de Public Sénat. Caroline, ça fait quelques jours qu'on lit un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Cette fois, on parle du coronavirus. Eh bien oui, Rebecca, parce que malgré les mesures drastiques pour endiguer sa propagation, le coronavirus crée la panique sur les réseaux sociaux avec son lot de rumeurs et de fausses infos. Et tout d'abord sur l'origine du virus. Il serait soupçonné de venir d'une espèce de chauve-souris particulièrement prisée dans la région de Wuhan, où elle est dégustée en soupe. Les vidéos de soupe de chauve-souris se sont répandues comme une traînée sur le web, comme celle-ci, qui a été reprise sur Twitter, qui a fait 1 million de vues, rien que sur Twitter. Merci pour ce joli cadeau. Voilà, mais pour l'heure, je le précise, les scientifiques, Rebecca ne confirme pas du tout cette hypothèse. Autre rumeur, l'évolution de l'épidémie. Un tableau circule sur Twitter et Facebook qui montre qu'il faudrait s'attendre à 57 millions de cas d'ici le 21 février. Ben voyons. Sans que l'on puisse savoir évidemment ni le mode de calcul ni la source. N'est pas épidémiologiste qui veut. Je rappelle qu'aujourd'hui, 28 000 cas ont été recensés. Fake news encore, le virus se répandrait très rapidement en France. Les internautes relayent de fausses captures d'écran de BFM ou d'autres médias faisant état de cas dans plusieurs départements, comme à Argenteuil, où l'hôpital a dû démentir sur Twitter la présence d'un patient suspecté. Et Fanny, je vous interdis de tousser sur ce plateau. On imagine, Caro, que les théories du complot se multiplient aussi sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, les complotistes sont de la partie. De nombreux posts affirment que le coronavirus aurait été créé
aux États-Unis pour profiter de la vente d'un futur vaccin. Des publications accompagnées d'une photo qui est censée être le brevet du virus, évidemment fake, comme l'ont montré nos excellents confrères des décodeurs du monde. Il s'agit du brevet du coronavirus qui a été responsable du SRAS en 2002-2003. Dans le même ordre d'idées, Bill Gates est particulièrement touché par les théories du complot qui prétendent que le milliardaire américain, via sa fondation, aurait financé un institut détenteur du brevet du coronavirus. Un Fox. Il s'agit d'un autre coronavirus, parce qu'il y en a plusieurs, qui n'a absolument rien à voir avec l'épidémie actuelle. Et ces théories, Rebecca, sont généralement lancées par les anti-vaccins. Évidemment. Alors face à toutes ces fake news, que font les gouvernements, ou que peuvent faire les gouvernements et les GAFA ? Ben oui, c'est compliqué. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis en garde, évidemment, contre ces fausses infos, mais difficile de stopper les rumeurs qui se répandent sur les réseaux. Du coup, elle a fait appel aux GAFA. Google a créé une alerte SOS pour guider les internautes vers des contenus sûrs. Twitter, de son côté, dit être vigilant et a changé sa section recherche. Concrètement, quand vous tapez coronavirus, les infos des agences nationales de santé gouvernementales remonte en premier. Facebook s'engage, lui, à supprimer les fake news, notamment celles qui feraient prendre un risque sanitaire, et s'appuie sur ses médias partenaires pour le fact-checking. Enfin, YouTube doit faire en sorte que remonte, mais c'est à vérifier quand même, dans son algorithme des infos fiables et vérifiées. Alors c'est un effort des GAFA, certes, ça on ne peut pas le nier, mais de là à endiguer la propagation des rumeurs et des fake news sur les réseaux, on en est encore très loin. L'éducation aux médias sociaux, notamment pour les plus jeunes, Rebecca, demeure plus que jamais indispensable. Jérôme Durin, comment vous voyez ça ? On a l'impression qu'à chaque affaire, chaque polémique, les réseaux sociaux deviennent quand même un vrai problème. Oui, c'est un sujet sur lequel d'ailleurs nous légiférons assez régulièrement. Il y a la cyber-haine en ce moment qui est en débat au Parlement. Il y a eu le texte qui concernait... Vous parlez de la loi Avia, là ? La loi Avia. Oui. Il y a eu le texte qui concernait la manipulation de l'information, plutôt dans le champ politique, et contre lequel d'ailleurs il y avait eu unanimité ici au Sénat. On a une difficulté avec la régulation de l'information sur les réseaux sociaux. Et dès qu'il y a une crise, on voit que les fake news... pose problème, aggrave la situation, parce que le sujet de fond, c'est quand même les conséquences en termes de santé publique. Il y avait cette semaine un reportage qui illustrait le cas d'un homme immunodéprimé qui était dans l'incapacité de se procurer des masques qui pouvaient le protéger, au motif qu'ils avaient tous été achetés pour se protéger du coronavirus, alors qu'on sait que ça n'est pas le cas. Donc il y a des conséquences très très directes. Ça porte atteinte aussi à la cohésion de la société, puisque ça monte chacun contre les autres. Je suis vice-président du groupe d'amitié France-Chine du Sénat, il y a aussi une question de racisme anti-asiatique. J'allais vous en parler, parce qu'il y a le hashtag « Je ne suis pas un coronavirus » qui est sorti sur les réseaux sociaux. Donc, force est de constater que dans notre société, les réseaux sociaux apportent de l'information. Je crois qu'à l'échelle européenne, 57% de la population va chercher de l'information sur les réseaux sociaux. Je suis un peu inquiet que vos chroniqueuses à ce point. J'espère que ça n'est pas le coronavirus. Nous ne sommes pas un virus. Je vous assure qu'il n'y a pas de virus sur ce plateau, je vous promets. Mais du coup, l'information, on va la chercher sur Internet, et il y a l'information brute, j'allais dire, et puis il y a aussi ce cortège de racisme, de haine, de violence. On a des élections qui approchent, ça va commencer à devenir un sérieux problème. On a vu qu'on n'a pas réussi à trouver un accord sur un texte... Sur la loi Avia, sur la loi Avia, et puis sur le texte sur la manipulation de l'information. Donc je pense qu'effectivement, ce travail est encore devant nous. On a besoin des GAFA, on a besoin des opérateurs. On a sans doute aussi, davantage qu'avant, besoin du juge pour trancher des affaires et pour que s'instaure dans cette période de transition entre l'information télévisuelle, papier et l'information sur les réseaux, de nouvelles pratiques, et sans doute aussi besoin de beaucoup d'éducation pour les jeunes générations, parce que toute information n'est pas bonne à prendre. La chauve-souris dans son bol, là, tout à l'heure, en dehors du fait que c'était un peu écœurant, juste à l'heure de l'apéritif, ça prouve quand même qu'on part de très très loin. Et il faut que les jeunes générations soient alertées, informées, documentées, et les outils intellectuels pour discerner le vrai du faux.
Et je vous remercie Jérôme Durin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie toutes les trois. Je vais vous laisser aller tousser ailleurs. Alors pas vous Tam, mais toutes les deux s'il vous plaît. La suite de LPL, vous le savez, c'est le grand débat, le match des idées. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Agnès Verdier-Molinier et François Calfon. Nous reviendrons sur les différentes méthodes d'opposition à la réforme des retraites. Il y a la rue et la grève, encore tout à l'heure. C'était une journée de mobilisation, 130 000 manifestants à Paris selon la CGT. Et puis il y a l'obstruction parlementaire. Quel avenir pour ce texte? Que dit l'étude d'impact? #ALPL pour réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi, et comme tous les jours, en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, et j'interrogerai notamment le sénateur radical Jean-Marc Gabouty sur cette étude des économistes de l'OFCE qui montre qu'Emmanuel Macron est bien le président des riches. Merci Alexandra, tout à l'heure. Mais d'abord, notre grand débat. Dans 5 semaines auront lieu les municipales. Et l'un des thèmes qui semble émerger dans cette campagne, c'est la question du communautarisme. Vous avez peut-être entendu parler de la ville de Maubeuge, dans le Nord, où une liste communautaire a fait des scores relativement importants aux dernières européennes. Faut-il y voir pour autant un phénomène? Nos journalistes Marion Vigreux et Jérémy Heinzmann se sont rendus sur place. Ils ont interrogé les acteurs locaux. Voici leur reportage. C'est ici, dans le quartier de l'Épinette, que l'Union des démocrates musulmans français a enregistré sur l'un de ses bureaux 40% de suffrages. Mais c'est 6% sur l'ensemble de la ville. Rien de spectaculaire, mais cette liste 34 a néanmoins surpris. Ces dirigeants n'ont pas souhaité s'exprimer. Nous sommes allés rencontrer un chercheur pour comprendre quel est ce parti. Julien Talpin, vous avez publié l'année dernière un ouvrage sur le communautarisme. Vous vous intéressez à la politique dans les quartiers. L'UDMF a fait parler de lui l'année dernière. Beaucoup d'élus politiques ont ensuite crié au communautarisme. Est-ce qu'ils ont eu raison de s'alarmer ? Je crois qu'on n'a jamais véritablement raison d'utiliser la notion de communautarisme qui, plutôt que d'ouvrir le débat public, contribue plutôt à le refermer. De quoi se revendique l'UDMF ? Ça s'apparente à une offre politique plutôt de centre-gauche, où on met beaucoup en avant le rôle de l'éducation, de la culture, des questions sociales aussi en direction des plus fragiles. Quelle est la part de religieux dans ce parti ? Je crois qu'ils essayent autant que possible de le mettre de côté en réalité, de se présenter comme un parti citoyen. Au fond, l'idée, je crois, c'est de dire que leurs convictions religieuses, qui sont certaines, ce sont des musulmans, sont à l'origine de leur engagement politique, mais il n'y a pas de revendication proprement religieuse dans leur offre politique. Selon un sondage publié ce jour par La Voix du Nord, l'UDMF serait crédité de 1% aux prochaines municipales. Un sondage qui rassure les élus locaux, à commencer par le maire, qui voit dans ce parti un épiphénomène. Pour eux, la République n'est pas en danger à Maubeuge. Arnaud Decagny, nous sommes un peu moins d'1 an après les élections européennes. Quel bilan faites-vous de ce vote UDMF ? Vous dire qu'il y a une adhésion par rapport à l'UDMF ici à Maubeuge, je ne le pense pas. Aujourd'hui, je ne vois personne de revendiquer UDMF et puis je ne vois pas non plus de militants ici, proprement dit. Je pense qu'il y a eu une confusion à un moment donné sur ce vote ici à Maubeuge. Alors, donc pas de phénomène de communautarisme ici à Maubeuge ? Alors après, ça dépend ce que vous appelez communautarisme ou aussi repli communautaire. À Maubeuge, nous avons aussi peut-être quelques personnes qui sont peut-être en repli communautaire, qui sont venues peut-être un peu plus récemment sur le sol national et qui, ne pratiquant pas très bien la langue française, écoutez, quelques familles vivent entre elles. Et puis, alors si c'est ça vous appelez du repli communautaire ou de communautarisme, ça peut arriver. Bon, en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de signalement dramatique sur Maubeuge. En 1997, l'association Place Publique voyait le jour dans le département du Nord pour sensibiliser à la citoyenneté et lutter contre les discriminations. Nasser Achour, vous êtes le président de cette association et vous êtes toujours très remonté par la polémique née l'année dernière autour de cette liste dite communautaire.
tout à fait, puisque c'est une forme de stigmatisation d'une liste politique qui a été déposée conformément à la réglementation et aux logiques du ministère de l'Intérieur, tout simplement. Je ne pense pas qu'il y ait un repli communautaire, puisque les attributions au niveau des politiques publiques, notamment au niveau de la mixité, au niveau du logement, relèvent d'une compétence municipale, voire extra-municipale, et que les logiques de peuplement ont conforté la situation d'avoir des mêmes populations dans les mêmes environnements, sur les mêmes lieux de vie. Le vote de mai dernier semble être le symbole d'une rupture de l'électorat populaire de ces villes moyennes touchées depuis près de 30 ans par la désindustrialisation. Ici, près de 35% de la population vit sous le seuil de pauvreté, mais les choses peuvent encore changer. Le chômage semble avoir amorcé une baisse et 3 quartiers de Maubeuge vont bénéficier de l'ANRU. Une partie de ces grandes barres vont être détruites. Voilà, reportage de Marion Vigreux et Jérémy Heinzmann, alors que vous découvrez tous les candidats à Maubeuge pour ces élections municipales. Par souci d'équité, nous serons amenés à vous présenter régulièrement ce genre de tableau. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Florent Wadillo, bienvenue. Vous êtes président du think tank L'Hétairie, co-auteur de ce livre Les espions de l'Élysée. Vous êtes aussi directeur de campagne de Delphine Labaille, candidate socialiste à Périgueux. Donc on va voir aussi la liste des autres candidats par souci d'équité toujours. François Pupponi, bienvenue. Vous êtes député Liberté et Territoire du Val d'Oise. Vous avez été maire de Sarcelles entre 1997 et 2017. Vous êtes à nouveau candidat. Donc on va voir pour vous aussi les autres candidats dans cette ville. On vous a également préparé le tableau. Et vous publiez Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue. Ella Krini-Romdan, bienvenue. Vous êtes porte-parole de Génération, conseillère régionale d'Île-de-France. Vous êtes tête de liste à Massy du collectif citoyen, donc la même méthode, le tableau. On va aussi voir la liste des autres candidats. Et puis vous avez co-signé une tribune intitulée « 100 élus locaux dénoncent la stigmatisation des musulmans ». C'était paru dans le JDD. Ivan Trippenbach, bienvenue. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion et vous avez coécrit ce livre « Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert ». Merci infiniment à tous les 4 d'être ici. On vient de voir un reportage sur le cas de Maubeuge qui semble montrer que le communautarisme ne serait pas un phénomène, qu'il aurait été exagéré. Moi, je voudrais aussi vous donner un autre exemple d'une autre ville du Nord, celui de Roubaix. Le JDD y a consacré un reportage il y a quelques semaines et voilà comment Plana Radenovic décrit la situation, je la cite, la journaliste. Au supermarché Le Triangle à Roubaix, les caissières toutes voilées alternent entre salam et bonjour. Partout dans les allées du magasin, le français est traduit en arabe et à la sortie, une urne invite au don pour la construction d'une nouvelle mosquée. La ville de 96 000 habitants en compte déjà 7, dont une salafiste. François Pupponi, est-ce que oui ou non, le communautarisme est un sujet, est un problème, un phénomène ou un fantasme? Non. La France a construit ses quartiers et a peuplé ses quartiers à base de communautés. Donc le communautarisme, des gens qui vivent en communauté, c'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps, quasiment depuis une 50aine d'années, où les gens se sont regroupés entre eux et ça existe. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'avènement d'un islam politique. Donc, pour ça qu'on mélange un peu tous les termes. On parle de communautarisme, et puis en fait, on veut dire, mais attention, l'islam politique. Qui est né de ce communautarisme. C'est-à-dire qu'il y a des communautés musulmanes importantes qui, elles, ne posent aucune difficulté, et il y a des détenteurs d'un islam rigoriste et d'un islam politique qui disent, dans ces quartiers, comme il y a beaucoup de musulmans, on va pouvoir se présenter, éventuellement demander à ce que les mosquées viennent sur nos thèses, et deuxièmement, se présenter aux élections pour gagner des élections. Donc c'est un nouveau phénomène. Donc, il y a l'émergence d'un phénomène politique. D'un islam politique en France qui arrive et qui s'installe en France comme il s'est installé dans d'autres pays. Donc ça, c'est un peu nouveau. Et ces listes... Alors, par contre, une liste communautaire, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, la première liste communautaire, entre guillemets, que j'ai connue, c'était à Sarcelles en 2001. C'était une liste juive. 100% de membres de la communauté juive étaient présents sur cette liste. Ça s'appelait la liste bleue. Voilà. Bon, donc les listes communautaires, ça existe, mais après c'est très difficile à interdire. Bien sûr. On y viendra à la question très précise de la liste communautaire. C'est l'islam politique qui arrive dans ces territoires. Florent Wadillo, cette question du communautarisme est un sujet ou un non-sujet? Non, mais c'est un sujet parce que d'abord, on le voit, c'est un sujet de préoccupation pour les Français, pour les médias, beaucoup. C'est un sujet de crispation. Quand on regarde d'ailleurs les prises de position qui sont extrêmement radicales, pour ceux qui sont communautaristes, anticommunautaristes et dans les différentes franges de l'anticommunautarisme. C'est un sujet aussi parce que François Pupponi le dit parfaitement, c'est nouveau. C'est un phénomène qui s'installe, qui est issu en partie de la sociologie du pays, en partie de l'urbanisme. Quand vous dites nouveau, ça veut dire depuis combien de temps?
Nouveau pour qui? Nouveau pour les médias, pour ceux qui ne connaissaient pas, ou vraiment nouveau, y compris pour les gens des quartiers? Non, pour les gens des quartiers, je crois pas, mais en tout cas... 5-6 ans. 5-6 ans. Oui, voilà, c'est 5-6 ans. Et puis les problèmes de la ville, enfin, moi je mettrais ça dans les années 90, véritablement, où ça devient un problème de concentration et où il y a des sujets politiques qui sont... En tout cas, il y a une mise à l'agenda de la politique de la ville, véritablement, je trouve, au tournant des années 80, début des années 90. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'on n'arrive pas à parler de ce sujet de manière dépassionnée, parce qu'on ne peut pas dissocier les questions d'immigration, d'intégration, d'assimilation et de fonctionnement de la vie politique. Qu'il y ait des listes qui soient représentatives d'une certaine tendance politique, idéologique ou religieuse dans la société, ça, c'est pas nouveau. Parce que le parti que dirige Jean-Frédéric Poisson, par exemple, qui est un parti catholique, honnêtement, ça choque personne. Et pour autant, les positions qui sont tenues parfois par ce parti-là pourraient choquer bien des démocrates ou bien des républicains. Donc il y a deux poids, deux mesures, quoi. Oui, il y a deux poids, deux mesures, parce qu'il y a un effet de masse en termes de population, parce qu'il y a un effet de nouveauté, parce que c'est ce que les gens n'estiment pas être la culture française. Donc il y a un vrai impensé. Et je le redis, un vrai impensé, parfois xénophobe, sur cet aspect-là. Evan Trippenbach, comment vous voyez les choses? Oui, alors je rejoins ce que disait Florent Vadio. Florent Vadio, en effet, c'est un sujet, le communautarisme est un sujet, il est visible, il correspond aussi à une préoccupation réelle, puisqu'on sait par exemple que 80% des Français, selon l'IFOP, considèrent que la question de la laïcité et du vivre ensemble dans l'espace public se pose différemment pour la religion musulmane. Donc c'est un sujet. Mais ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est la manière dont tous les partis se servent de ce sujet sans forcément proposer de solutions viables derrière ou de vrais débats de fond. Je m'explique. Sur le thème des listes dites communautaires, du communautarisme, du risque islamiste, on a entendu plusieurs membres du gouvernement depuis les européennes de mai dernier s'exprimer sur le sujet, alerter à juste titre. Il y a des tribunes. Tout à fait, des tribunes, des interviews. Plusieurs ministres l'ont fait. Christophe Castaner a pressé les préfets d'agir sur ce thème-là à plusieurs reprises entre septembre et novembre. Un document classé secret défense, d'ailleurs révélé par le JDD et transmis directement à Christophe Castaner, nous dit que 150 quartiers seraient sous l'emprise de l'islam radical. Oui. Donc il se renseigne sur le sujet. Il se renseigne absolument. Beauvau dément en fait ce chiffre de 150 zones, mais effectivement, il y a plusieurs quartiers qui sont dans le scope des services de l'État, bien évidemment. Et puis Christophe Castaner a eu des expressions politiques sur le sujet. Ce n'est pas le seul ministre au gouvernement. Mais LR également, la droite prend le sujet dès le lendemain des européennes. Je pense à Xavier Bertrand notamment, Bruno Retailleau, et maintenant la droite sénatoriale. Et puis le Rassemblement national, bien évidemment, en fait un sujet majeur de campagne. À Maubeuge, on l'a vu dans votre reportage. Et donc tous les partis parlent de ce sujet, mais finalement, on parle très peu du clientélisme des élus qui a eu cours pendant des années. On en parlera peut-être ensemble. On y viendra, bien sûr. On parle très peu des causes, en fait, du communautarisme. Qu'est-ce qui crée ce communautarisme et ce repli communautaire? C'est tout l'objet de notre discussion ce soir. D'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler? On va juste terminer ce tour de table avec vous sur oui ou non, est-ce que c'est un sujet? Et la Kribi Romdan. Mais bien sûr que c'est un sujet, je crois qu'il date pas de 5 ou 6 ans, mais qui date d'un peu plus longtemps. Et d'ailleurs... de quand vous le dateriez, vous? On a vu des politiques de la ville et des politiques urbaines, y compris s'adapter à ce phénomène. Et parfois même subir les questions d'affectation de logement, de façon parfois un peu... sans réflexion sur ces sujets-là, avec parfois dans certaines banlieues des tours qu'on appelle la tour Bamako, parce qu'elle est peuplée de familles qui sont issues d'une partie de l'Afrique. Bon, et voilà, et on a vu fleurir ces phénomènes urbains qui finalement donnent des phénomènes sociologiques, sociétaux, et même au-delà à l'échelle locale. Et finalement, quand on est élu local, et c'est mon cas, on voit se développer des choses. Moi, j'ai grandi dans la ville dans laquelle je suis aujourd'hui candidate à l'élection municipale. Je suis spectatrice de choses qui sont en plus nourries par les élus locaux, qui, plutôt que de combattre ça à la racine, nourrissent, je pense, le phénomène en étant dans des logiques tout à fait clientélistes, en effet. Après, moi, je voudrais qu'on sépare les sujets. Je suis assez d'accord avec François Pupponi quand il dit il y a la question du communautarisme, il y a la question religieuse et de l'islamisme. Mais on parle d'un communautarisme religieux aujourd'hui. C'est ça dont il faut vraiment parler des mêmes choses, parce que quand je vous parle de la tour Bamako, par exemple, on n'est pas dans du communautarisme religieux.
En revanche, on est dans le fait de retrouver des familles qui viennent, qui sont originaires d'une même communauté région, et finalement rassemblées malgré elles, quoi. Voilà, absolument. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Et je crois que ce n'est pas du tout les mêmes débats. D'accord. Alors, comment en est-on quand même arrivé à cette situation? Plusieurs causes qu'on va essayer d'analyser ensemble. Je voudrais qu'on commente d'abord l'explication de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Elle était l'invitée de Public Sénat ce matin. Et Oriane Mancini l'a interrogée sur la question du communautarisme religieux, en l'occurrence. Je voudrais que vous écoutiez comment elle voit les choses. Aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, là où on a des difficultés de communautarisme, là où on a des gens qui se replient sur eux-mêmes, c'est dans les quartiers politiques de la ville. C'est précisément dans ces quartiers-là qu'on a enlevé des services publics. C'est pas mon gouvernement qui a enlevé des services publics, c'est ceux qui ont fait la RGPP, ceux qui n'ont pas remplacé un fonctionnaire sur 2 de manière aveugle. Je vois plein de dieux qui se lèvent au ciel, mais est-ce qu'elle a raison, oui ou non? Non, mais je peux me permettre. Ça vous énerve, là. La France, elle s'est construite, les banlieues françaises sont construites, et la politique de peuplement de ces quartiers a été faite par l'État dans certains cas, par la Caisse des dépôts dans d'autres, par des élus dans d'autres cas, quand il y a des offices départementaux, des offices locaux, ou quand c'était des bailleurs, des grands bailleurs sociaux. Et on a concentré dans ces quartiers des populations principalement issus d'immigration. D'accord. Et on a fait la tour de Bamako, la tour des Maliens, la tour des Algériens, la tour des... On a construit et peuplé ces quartiers comme ça. Mais est-ce que c'est vrai que les services publics ont progressivement disparu de ces quartiers? Oui et non, parce qu'à la fois ils partaient et la politique de la ville les réintroduisait. Donc on a mis beaucoup d'argent en rénovation urbaine, on a fait des choses. Bon. Ok, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces communautés-là se retournent vers le religieux. Et au sein de la communauté musulmane en particulier, mais pas que la musulmane, parce que moi je suis un sincère, il y a une communauté juive, chaldéenne, et les communautés... Oui, mais là on cherche les causes. Est-ce que oui ou non il y a un problème de service public? C'est la concentration de communautés. D'accord. Ou qu'on a plus ou moins ghettoisé et abandonné, malgré la politique de la ville. Mais quand vous dites abandonné, c'est quoi? C'est les services publics qui ont disparu? C'est le droit commun qui a disparu. La politique de la ville a mis des services publics, mais le droit commun partait. C'est-à-dire que quand vous rénoviez les quartiers, la poste, elle s'en allait. Voilà. Donc vous refaisiez l'école. Donc elle a un peu raison, Sibeth Ndiaye. Oui, mais quand elle dit... Oui, mais le problème, c'est que maintenant arrivent des gens détenteurs d'un islam radical. Voilà. Et on mélange un peu les deux. Donc la question qu'il faut poser à Mme Ndiaye, c'est vis-à-vis de ce nouveau processus, qu'est-ce que l'on fait? Oui, alors on peut refaire l'histoire de la politique de la ville, oui, mais c'est intéressant de s'interroger sur les causes. La ghettoisation des quartiers, Manuel Valls, et je finirai par là, avait dit qu'il y a eu une politique d'apartheid, et je confirme et je partage ce qu'il a dit à l'époque. Et la Kribi. Ouais, alors moi j'aime pas tellement les propos méprisants à l'égard des quartiers populaires. Ceci dit, moi je suis pas du tout, je partage pas beaucoup d'orientation avec le gouvernement actuel, mais ce que dit Sibeth Ndiaye là me semble correspondre quand même à une forme de réalité. C'est-à-dire que quand même, on a vu, moi j'ai vu pendant 20 ans dans ma ville des maisons de quartier fermées, des services publics qui disparaissaient, des services sociaux affaiblis, des associations des MJC, qui disparaissaient faute de subventions, des emplois jeunes qui pouvaient parfois faire vivre ces associations qui tiennent sur des bénévoles à l'heure où on sait que le bénévolat ne tient plus la route parce que les gens galèrent tellement que voilà, ils ont peu de temps à donner à l'intérêt général. Donc vous dites c'est vrai, il y a eu une disparition des services publics, au moins sur ce point-là. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que là où il y avait un service qui était rendu par la puissance publique, par l'éducation populaire et d'une certaine manière, certains partis, et le Parti communiste en particulier, je me souviens d'une époque où ils occupaient dans les quartiers un espace, je n'en suis pas du Parti communiste, mais il faut reconnaître qu'il y avait des mouvements d'éducation populaire qui pouvaient être une oreille attentive aussi pour des familles en grande fragilité, quelle que soit leur origine. Et donc, ce qui était commun dans un quartier, c'était la République française. Et donc, quelle que soit sa couleur, on pouvait être d'origine asiatique, maghrébine, africaine, juive. Moi, j'ai grandi dans une ville où il y avait une communauté juive importante, ça ressemble un peu à Sarcelles. Des gens issus du Maghreb et puis plus globalement d'Afrique et puis beaucoup de gens et puis une communauté pieds noirs. Voilà. Et tous ces gens, moi j'ai grandi sans me demander quelle était l'origine des uns et des autres, ni même quelle était la religion des uns et des autres. J'ai même grandi dans le quartier où il y avait la synagogue et où on n'a jamais eu... On ne se posait pas la question de la religion de l'autre et de la culture de l'autre. Et à un moment, en effet, quand la seule oreille attentive devient le culte, le lieu de culte. Après ça, il peut y donc on va poursuivre, mais vraiment sur ce point précis. Ça pose sujet. Si je peux pas, on ne peut pas laisser dire qu'on soit parti. L'État, la République a investi
en 20 ans 60... Non, mais attendez, l'argent, c'est pas la présence des services publics, si, madame, Pupponi. si, madame. Bah, pas tout à Si fait. je peux me permettre, quand on met 60 milliards d'euros sur la rénovation urbaine, où on refait toutes les écoles, toutes les maisons de quartier, tous les logements, tous les bâtiments Oui, publics... mais si vous faites disparaître les MJC, les centres mais c'est pas vrai. culturels, les bibliothèques... Mais non, l'ANRU, justement, a mis 60 milliards d'euros pour faire des bibliothèques. Mais c'est les bâtiments, là, on parle des bibliothèques, des médiathèques, des écoles. Donc on ne peut pas dire, par contre, effectivement, quand on refaisait l'école, peut-être que la Poste partait. Mais 60 milliards d'euros pour réinvestir des services publics dans les quartiers... J'entends l'enveloppe, mais ben, on a un témoignage concret qui nous dit que les MJC vu disparaître. Favorable à l'ANRU, attention, moi je pense que la question des bâtiments et de la rénovation urbaine était nécessaire aussi. Mais je pense que l'humain est indispensable. Et on peut faire tous les bâtiments qu'on veut, s'il n'y a personne pour les animer. Une école neuve, c'est important. Mais c'est pas propre au quartier. Vous n'avez pas besoin d'avoir une ghettoisation pour avoir un recul des services publics ou la disparition des MJC, des bibliothèques de quartier, etc. Mais les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes, selon le territoire. Mais posons-nous la question, sont-elles vraiment pas tout à fait les mêmes ? Moi, je regarde la carte électorale, vous avez rappelé que j'étais à Périgueux, donc j'ai parlé un peu de Périgueux. On va remettre le tableau alors. Remettez le tableau. Non mais, regardons la carte électorale. Dans les quartiers qui sont des quartiers populaires, défavorisés, là où vous avez une dégradation du service public, une suppression des commerces de proximité, etc. Nous, on n'a pas ce problème de communauté, effectivement. On a en revanche un vote Front National extrêmement élevé. Donc il y a un moment où on n'a pas la même indignation face au vote Front National pour des causes qui sont souvent les mêmes. Et on a une forme d'indignation absolue quand on parle d'un vote communautaire, quand il s'agit d'un vote communautaire lié à des listes, effectivement, sur de l'islam politique. Les causes de cette désagrégation du lien social que vous décrivez, elle marche pour toutes les formes de communauté, pour toutes les classes sociales. La première disparité dans une ville, c'est les quartiers de riches et les quartiers de pauvres. Vous avez une vraie différence là-dessus. Donc, je pense que ça n'est pas le seul prisme qu'il faut regarder et ça n'est pas la seule dégradation. Mais c'en est une. Il y a la disparition des services publics dans certains quartiers, puis il y a ce qu'on appelle le clientélisme. Et puisque vous l'avez abordé, je vais me tourner vers vous, Ivan Trippenbach. Le fait que certains élus aient promis monts et merveilles à des associations, j'explique un peu le terme, en échange de leur soutien, de leur vote ou d'une certaine paix sociale. On va dire ça comme ça. Reprenons le cas de Maubeuge. Un candidat à la mairie, Zakaria Chakib, interrogé par le JDD, nous dit ceci. Quand je rencontre des associations, elles me demandent « Qu'est-ce que vous promettez ?» J'en veux à ces politiques qui ont pratiqué le clientélisme et sont allés chercher des rabatteurs dans les quartiers pour s'attirer le vote des Maghrébins. Puisque vous avez abordé cette question du clientélisme, j'aimerais que vous la développiez, Ivan Trippenbach. Alors, c'est pas un scoop. Depuis une vingtaine d'années, les élus locaux font appel aux associations qui ont de l'influence dans les quartiers pour parler à des catégories de population abstentionnistes ou qui pourraient venir vers eux. On a recueilli des dizaines de témoignages en ce sens en Seine-Saint-Denis. Là, on parle de Maubeuge. L'exemple est intéressant. Il s'agit dans ce cas-là en fait, le RN, l'extrême droite, critique le maire actuel parce que ce maire a des contacts avec une association qui souhaite créer une école privée musulmane hors contrat. Et cette école, elle flirte un petit peu avec les valeurs de la République quand, par exemple, elle organise des soirées non mixtes, donc uniquement entre femmes pour pouvoir financer cette école privée, lorsqu'elle a des contacts avec un imam qui apparaît plutôt fondamentaliste sur des vidéos YouTube qu'il diffuse. Donc voilà, on a quelques soupçons autour de cette association et le maire entretient des contacts avec cette association, mais parce qu'il en a avec... toutes les associations dès lors de cette. Mais celle-là, il ne l'exclut pas, quoi. Il ne l'exclut pas dès lors qu'il n'y a pas de subventions publiques qui sont accordées à cette association. Donc, on a des soupçons de clientélisme qui peut peser sur ces cas de figure. C'est le cas donc à Maubeuge, mais je vais prendre un autre cas encore plus frappant qui a été utilisé par la direction du mouvement La République En Marche comme un contre-exemple, comme un exemple repoussoir de risque islamiste. C'est Goussainville, dans le Val d'Oise. Monsieur Pupponi, je vous vois réagir. Goussainville, c'est très intéressant parce que le maire actuel, encore une fois, avait fait appel à, en l'occurrence, il me semble que c'était le directeur d'un club de football de la ville à l'époque, en 2013, pour qu'il vienne sur sa liste, pour qu'il fasse campagne. Voilà, tout à fait, il fasse campagne pour le maire actuel. Donc, et cette personne, donc on pourra reparler de ce profil, mais cette personne aujourd'hui se présente sur son propre nom.
c'est un candidat musulman qui assume totalement dire voilà, qu'il est musulman. Mais quand on analyse son programme, quand on analyse sa liste, il n'y a pas pour le moment de signaux communautaires, voire islamistes. Bon. Et pourtant, Goussainville était présenté comme une ville qui pouvait basculer à l'islamisme en mars prochain par La République En Marche. Donc, attention, il faut être prudent dans l'utilisation de l'argument communautaire et de l'argument de l'islamisme en campagne, en l'occurrence municipale, parce que ça devient un argument politique. Mais est-ce que c'est aussi le clientélisme qui a pu mener à ce communautarisme dont on parle? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a deux choses. Le clientélisme, c'est quand vous allez voir quelqu'un pour dire « je te donne ça si tu votes pour moi ». Ça, c'est le clientélisme. Par contre, quand des élus vont voir des associations diverses et variées, des groupes humains dans une ville pour dire « je suis très beau, je suis le meilleur, votez pour moi, et qu'est-ce que je pourrais faire pour vous ?» C'est du clientélisme ou c'est de la politique? Mais je ne connais pas aucun maire qui va pas voir le club de football, qui dit pas « ah, vous avez besoin d'un terrain de football un peu meilleur pour vos enfants ». Ben oui, alors, attendez, je vous dis. Donc il y a la part entre le clientélisme, où j'achète les voix, et où j'essaie... Oui, non, bien sûr, je connais. Bon, donc il y a une différence à faire. Par contre, la difficulté, c'est quand vous allez dans une ville de province où il n'y a pas beaucoup de communautés religieuses, vous allez voir le club de football, le club de boule, le club de pêcheurs à la ligne, pour dire « ah bah tiens, vous... ok ». Et dans nos quartiers, comme les communautés sont importantes et qu'elles sont de plus en plus proches de la religion, vous allez voir les responsables religieux. Et tous les élus de ces quartiers y sont passés, tous, en disant... Moi, je ne connais aucun élu qui ne va pas à la fin du Ramadan, qui ne va pas le jour de la Pâque ou de Noël. Ou qui mais ça s'appelle faire campagne, c'est ça. Ça s'appelle faire campagne. C'est la même chose. Ça s'appelle faire campagne. Et d'écouter les électeurs qui disent « ah, monsieur le maire, on aimerait bien avoir ça. Mais bien entendu que je vais pouvoir vous aider. Parce que pour gagner les élections, c'est de la campagne du clientélisme. La frontière est parfois un peu... Par contre, juste pour finir... Oui, rapidement, parce que le temps passe vite, pardonnez-moi. Juste pour finir, comment on fait quand au moment, effectivement, certaines associations sont proches de l'islam radical? C'est là où la problématique... Est-ce qu'on doit leur parler? C'est la question. Eh ben, c'est la bonne question. Ouais. Et la Kribi Ramdan? Alors, moi, je pense que c'est pas du tout la même chose quand on va sur un terrain de foot et qu'on rencontre les dirigeants d'une association sportive et quand on rentre dans un lieu de culte et qu'on y tient un discours qui promet à une communauté à la fin d'une prière ou au début d'une prière des choses. Et vraiment, ça, vous l'avez vu? Je l'ai vu dans ma ville. Assez régulièrement d'ailleurs, et j'ai même vu d'ailleurs aujourd'hui des présidents de communautés, d'associations qui siègent, qui sont sur des listes pour être candidats au nom du fait qu'ils peuvent drainer derrière eux. Ils ont tout à fait le droit. Moi, je leur ai même conseillé à eux de préserver leur foi, leur communauté, leurs croyances et de ne pas mêler ça à la politique. Parce que je pense sincèrement... Puis, je vais vous dire, c'est pas une religion, parce que moi, je refuse vraiment qu'on cible tout sur l'islam. À un moment, ça suffit de créer cette ambiance sur les musulmans en particulier, parce que ça existe pour toutes les communautés religieuses en l'occurrence. Oui, le clientélisme. Et là, ça devient dangereux, parce que je pense pas qu'il y ait de vote communautaire. Parce que je pense que les gens, quand ils vont voter, ils réfléchissent d'abord à savoir est-ce qu'il y aura des crèches, est-ce qu'ils pourront avoir accès au logement, est-ce que leurs enfants vont dans des écoles confortables où ils mangent bien et pas des aliments bourrés de perturbateurs endocriniens, est-ce qu'ils ont des espaces verts, etc., etc., etc. Les besoins primaires des gens, c'est pas de savoir si monsieur machin qui est président de la communauté juive ou de l'association des musulmans de la ville est sur la liste. Et donc je pense en plus, ceci dit, ils ont des relais d'opinion à qui ils demandent de faire campagne très clairement. Je pense que ça devient dangereux à partir de là. Alors, vous aurez l'occasion de répondre, Florent Badiou. On va juste avancer parce qu'il faut qu'on aille en salle des conférences. Comment faire? Comment lutter? Ça ne vous a pas échappé. Vous en avez parlé un petit peu en début de débat, François Pupponi. Ici, au Sénat, la droite propose de faire interdire les listes communautaristes aux municipales. Avant de vous demander ce que vous en pensez, on va laisser la parole à François Bonhomme, sénateur apparenté LR et membre de la commission des lois. Il est avec Alexandre Poussard. Écoutez. François Bonhomme, concrètement, qu'est-ce que peut faire la loi pour lutter contre le communautarisme? Alors la loi, d'abord, c'est une loi constitutionnelle, donc c'est notre texte le plus important de la République. Donc il s'agit de réaffirmer des principes forts face à une situation que l'on constate depuis des années, à savoir des demandes de dérogation particulières dans tous les domaines, que ce soit le travail, l'entreprise, l'enseignement, la justice, des revendications de nature plutôt communautaire, communautariste, en se prévalant soit de ses origines,
soit de sa religion réelle ou supposée, et pour demander des aménagements qui finissent par créer des difficultés tout simplement pour vivre ensemble. Donc il s'agit simplement de réaffirmer un principe commun, c'est que nul ne peut se prévaloir soit de son origine, soit de sa religion, pour s'exonérer de la règle générale. Mais alors on dit souvent il faut toucher à la Constitution d'une main tremblante, mais là c'est nécessaire ? Absolument, mais en fait on revient au texte fondamental qu'on a fini de perdre de vue, c'est vraiment revenir aux origines de notre Constitution, ce qui nous a construit dans notre histoire, et de l'appliquer concrètement aux situations courantes. Quand on demande, par exemple, un enseignement particulier dans le contenu des programmes et que les professeurs sont contestés dans ce contenu par des élèves parce que ça ne correspond pas à leur histoire et leur origine, ça pose des difficultés d'enseignement. Quand dans le milieu médical, des médecins font valoir que le patient refuse qu'il les examine parce qu'ils sont parce que c'est un médecin femme, ça pose des difficultés. Donc c'est à partir de ce tronc commun et cette affirmation d'un principe fort, c'est vraiment de remettre à plat vraiment tout ce qui nous réunit au lieu que de favoriser tout ce qui nous divise et ce morcellement par des revendications d'origine communautaire. Une question sur les listes et les partis communautaristes que Bruno Retailleau proposait d'interdire en novembre dernier. Emmanuel Macron, lui, juge que c'est difficile de détecter si une liste est communautariste ou pas. Selon vous, c'est possible ? Oui, alors c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a quand même quelques signaux qui doivent nous alerter. On a eu quelques cas aux dernières élections locales il y a 5 ans où des listes se revendiquaient d'origine religieuse ou communautaire. Et semble-t-il, il y a quand même des signaux qui devraient nous alerter sur ce risque-là. Et je pense qu'il vaut mieux prendre cette question, j'allais dire, le plus rapidement possible pour qu'elle ne prospère pas et qu'on en vienne après à avoir beaucoup de difficultés pour essayer d'endiguer ce phénomène. Très bien. Merci beaucoup François Bonhomme pour avoir apporté votre analyse. Merci à vous Alexandre. Florent Vadillo. Écoutez, je vois, pour moi, le seul enseignement de ce qu'a dit le sénateur, c'est qu'il y a encore une discipline de parti au groupe LR au Sénat. C'est-à-dire que le président de la commission des lois dépose une proposition de loi constitutionnelle pour modifier la Constitution et comme un seul homme, les sénateurs la défendent. Je vois pas Mais c'est pas fondé du tout. Je vois pas le raisonnement. Vous voulez modifier la Constitution pour lui faire dire ce qu'elle dit déjà ? Pardon. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, je le prenais pas mal. C'est assez surprenant parce que j'ai pas vu une seule base constitutionnelle qui nécessitait d'être modifiée, qui ne soit invalidée par les faits ou par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de loi qui ne puisse pas être prise pour ça. J'ajoute au demeurant... Et sur la démarche, sur l'intention, hormis ce détail technique de la... c'est pas un détail, vous avez raison. On regarde des modifications de la Constitution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se moque avec les révisions constitutionnelles. C'est qu'ils savent très bien que c'est un coup de marketing et qu'on fait du marketing avec la Constitution. On a quand même changé d'époque là-dessus. Et j'ajoute un point, c'est qu'on n'entend pas Philippe Bas parler du concordat du concordat Alsace-Moselle, qui, pour le coup, s'applique. La Constitution n'y a rien changé. Donc, s'ils veulent véritablement promouvoir la laïcité, empêcher des enseignements particuliers, il suffit juste de dire dans la Constitution que le concordat est aboli et que le territoire mosellan et alsacien fait l'objet du droit commun. Tout ça est, in fine, destiné à cibler une seule communauté. Une seule communauté, parce que quand c'est un enseignement... Par racisme Non, je ne parle pas de racisme. Parle pas de racisme. C'est l'électoralisme. C'est l'électoralisme. Ils ont un cœur électoral et ils parlent à leur cœur électoral. Ivan Trippenbach. Par ailleurs, même avec cette proposition de révision constitutionnelle, ça n'aura finalement assez peu d'effet sur les listes dites communautaires, parce qu'on l'a dit, il est impossible de définir ce qu'est une liste communautaire. Par ailleurs, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se présenter à une élection en démocratie. Et puis, on a aussi tout l'argument des programmes cachés, des intentions cachées des candidats ou des candidats infiltrés sur des listes normales, classiques, des partis dits traditionnels. Donc, en termes d'effet, ça semble plutôt vain. Par ailleurs, tous les outils sont déjà présents dans notre droit quand il s'agit de discrimination, de préférence communautaire dans l'accès à un service public, de provocation à la haine, à l'antisémitisme, au racisme, bien entendu. Tout ça, on l'a déjà dans le droit. Donc finalement, c'est ce qu'on disait en début d'émission, le spectre du communautarisme et de l'islam politique est extrêmement mobilisateur pour tous les partis politiques parce qu'il est frais, à juste titre, parce qu'il est compliqué à définir, parce qu'il renvoie aussi une impuissance de l'État et des collectivités. Il hystérise, exactement. Mais en termes de solutions, c'est toujours compliqué. Il nous reste moins de 2 minutes. François Pupponi. Oui, une liste communautaire, je ne sais pas ce que c'est.
sauf à déterminer qu'on connaît la communauté de telle ou telle personne. Donc globalement, c'est un coup de com' et on ne peut pas y arriver. Par contre, moi, ce que je propose, c'est qu'on impose aux élus la neutralité qu'on impose aux fonctionnaires. Quelqu'un qui se présente aux élections ou qui représente après la population ne doit pas exprimer son appartenance religieuse d'une manière ostentatoire. Voilà. Ça, il faut y arriver. Parce qu'on voit bien comment ça va se passer. Moi, j'avais contre moi une femme qui était voilée, j'avais des gens qui portaient la kippa. Bon, ça, les gens ne comprennent pas. Les fonctionnaires doivent être neutres, et les élus, ça crée un malaise. Donc là, l'élu, il est neutre. Et donc, je pense qu'il faut élargir la neutralité aux élus. C'est une idée, ça, Ella Kribi-Ramdan ? Qui vous semble, pour le coup, constructive? Je pense que quand on est élu de la République, on n'a pas vocation à exprimer publiquement sa foi. Je le dis, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, sa foi, ou d'ailleurs c'est non-croyance. Et c'est important de le préserver à l'époque où on voit beaucoup de dérives de ce point de vue-là. Moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut absolument pas cibler une religion en particulier. Et aujourd'hui, tout ça fait très mal à notre République. Je le dis, il y a beaucoup de gens qui se sentent profondément atteints par les discours qui peuvent être tenus sur les plateaux. Et donc il faut y faire attention parce que ça ne fait que nourrir ce sentiment de repli, en tout cas cette nécessité à se replier sur les siens, finalement, parce que la République ne laisse pas sa place à chacun. Je crois que la meilleure manière de lutter contre les listes communautaires et contre le communautarisme en général, c'est bien de rétablir de l'égalité de la République dans tous les territoires. Et de la présence de services publics. De l'éducation, de la culture, là où malheureusement les moyens de l'emploi, naturellement, là où les moyens disparaissent, on a des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de boulot parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur ou ils n'ont pas un nom de la bonne consonance. Ils n'ont pas la bonne adresse. Et pas la bonne adresse, absolument. Et rétablir la République, c'est avant tout ça. Et ça, j'en suis convaincue, permettra de combattre toutes les formes de repli communautaire. Et on s'arrêtera sur ces paroles. Merci infiniment à tous les quatre d'être venus participer à ce débat. La suite de LPL, c'est le match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Agnès Verdier-Molinier et François Calfon. On va s'arrêter sur cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La rue et quelques syndicats restent mobilisés. L'UNSA et RATP appellent tout de même un lundi noir dans le métro et le RER le 17 février, préparez-vous. Et puis en parallèle, le texte avance laborieusement à l'Assemblée avec des milliers d'amendements. Dans une tribune, un économiste nous dit que cette réforme favorisera les plus hauts revenus. Et on va en débattre avec nos invités dans un instant. On va leur poser la question après les explications de Jonathan Dupriez et de Robinson Hollanders. Leur mot d'ordre n'a pas changé depuis 2 mois. CGT, Solidaire, FSU ou encore FO, ici en tête du cortège parisien, réclament toujours le retrait de la réforme des retraites. Alors que l'Assemblée nationale a débuté l'examen du texte en commission spéciale, eux le jugent toujours injuste et dangereux. Il faut que le gouvernement revienne à la raison, il faut que les parlementaires, maintenant c'est à eux de faire entendre raison au gouvernement et nous on va accompagner le débat en faisant en sorte de maintenir l'expression d'une mobilisation, d'une conviction, d'une détermination face à ce qui n'est plus ni de la détermination ni de la flexibilité, c'est de l'obstination. Il faut que le gouvernement cesse d'être obstiné. Outre Paris, d'autres cortèges ont défilé en France. 4500 personnes à Marseille selon la préfecture ou encore 2700 à Bordeaux. Malgré ces chiffres en nette baisse par rapport aux semaines passées, les leaders syndicaux réfutent tout essoufflement. Il y a beaucoup d'endroits où c'est la grève, des fois en reconductible de 24 heures, parfois 2 heures tous les jours, parfois 2 fois par semaine. C'est les salariés qui décident. De son côté, le gouvernement estime que suffisamment de concessions ont été accordées aux syndicats ces derniers mois. Et à l'heure où l'opposition, principalement France Insoumise, a déposé plus de 20 000 amendements à l'Assemblée, Sibeth Ndiaye dénonce un dévoiement de la démocratie. Est-ce que c'est éclairant pour le débat citoyen que vous ayez une succession de gens qui vont défendre des amendements qui sont différents à une virgule près ? Mais c'est un dévoiement de la démocratie. Je le regrette très profondément. Donc aujourd'hui, on se place dans la perspective, dans l'espoir que tout le monde revienne à la raison. Les syndicats hostiles à la réforme décideront dans la soirée de la poursuite ou non du mouvement. L'UNSA RATP a d'ores et déjà appelé à un lundi noir dans les transports franciliens le 17 février. Avec nous pour le match des idées ce soir, François Calfon, bienvenue. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du PS, cofondateur de Gauche Nouvelle. Agnès Verdier-Molinier, bienvenue à vous également. Vous êtes directrice de la fondation IFRAP. 9e journée de mobilisation nationale. L'UNSA et RATP, premier syndicat de la régie, appellent à un lundi noir dans le métro et le RER le 17 février prochain. François Calfon, est-ce que cette mobilisation a encore un sens? Est-ce que c'est encore dans la rue que ça doit se passer? Le problème de cette mobilisation, c'est que son carburant, contrairement à ce qu'on pourrait
penser, c'est pas les organisations syndicales. Son carburant, c'est quand même le grand brouillard du texte gouvernemental, de son étude d'impact, qui, comme les pelures d'oignon, chaque jour révèle. Donc ce qui se passe dans la rue n'est pas si important que ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est que si vous avez une permanence des Français à soutenir ces mouvements, à être contre cette réforme, on a tout dit là-dessus. C'est que information, intox, infox continue. Par exemple, je lisais ne serait-ce qu'hier que sur la question des enseignants, on nous avait promis un taux de remplacement, c'est-à-dire un pourcentage de la dernière pension à environ 70%. En lisant dans le détail l'étude d'impact, c'est 47,5%. Bref, alors là, c'est des chiffres. On dit on va gagner plus que la situation actuelle, on gagne beaucoup moins. Bon, sur la question des femmes, idem. Les cas de figure qui ont été proposés dans l'étude d'impact montrent bien en réalité qu'il n'y a aucune femme avec enfant qui est testée, parce que la réalité, c'est que les femmes avec enfants et les carrières hachées, surtout au-delà de 2 enfants, ça va être beaucoup moins. Donc vous voyez, tout est comme ça. Avec un sentiment, on en parlera tout à l'heure à propos de l'étude de l'OFCE, qu'à l'arrivée, là encore, sur la question des cadres, c'est les seuls qui vont vraiment gagner. Pour les cadres nés après 1975, il y a bien des gagnants. C'est les cadres qui vont gagner et les autres ne gagneront pas. En plus de cet enfumage permanent, il y a quand même ce sentiment de l'inégalité profonde du système, c'est-à-dire, suivant qu'on soit puissant ou misérable, eh bien, on gagne ou on perd. Et malgré toute la novlangue macronienne, souvenez-vous, le grand débat, etc., eh bien, vous apercevez qu'au bout du bout, c'est toujours les mêmes qui perdent. Alors, je voulais en parler tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Dans une tribune au Monde, l'économiste Mickaël Zemmour, qui s'est penché sur cette étude d'impact dont vous parlez, il nous dit ceci: les cadres supérieurs gagnent à la réforme, quel que soit l'âge de départ. Ce résultat est remarquable car il est en contradiction avec l'argument selon lequel la réforme aurait pour effet de réduire les inégalités. Agnès Verdier-Molinier. Non, mais en réalité, la question, c'est maintenir un taux de remplacement qui soit correct pour tout le monde. Aujourd'hui, on sait très bien que si on fait rien, on va baisser le taux de remplacement dans les prochaines années. Le corps a fait des projections là-dessus. Donc, c'est sûr que c'est difficile de réformer un système des retraites aussi complexe que le nôtre. Est-ce qu'il fallait aller sur un système universel comme celui-là? Pas forcément. Mais est-ce qu'il fallait tout de suite faire du paramétrique? Oui. Donc, pourquoi les syndicats continuent à bloquer, à dire qu'ils veulent faire un parce que c'est pas fini, hein. Et puis il y a lundi noir parlementaire aussi. Lundi noir dans les transports, c'est juste parce que eux, alors on dit les cadres vont y gagner, etc. Mais attendez, RATP, SNCF, ils ont déjà négocié une clause à l'italienne. La clause à l'italienne, c'est des millions d'euros de plus pour dire on va extrapoler les droits à pension. Au moment où vous allez basculer dans le nouveau système, la cohorte de 1985, on va dire bah tiens, on va regarder en fin de carrière combien vous auriez gagné, on va vous calculer vos 6 derniers mois là-dessus. Je ne pense pas que ni les cadres, ni l'ensemble des gens du privé vont être traités de cette manière-là. Bon. Personne ne va extrapoler leur niveau de rémunération à la fin. Non, mais là, parce qu'il y a des faits, c'est-à-dire que maintenant on n'est plus simplement dans le débat. J'aimerais répondre. Là, on dit on va faire encore un énième jour de grève. Ouais. Et en réalité, nous, on a chiffré à la Fondation IFRAP. Hein. C'est la clause à l'italienne. Ce que veulent les syndicats, c'est la clause à l'italienne pour tous ceux qui travaillent dans le secteur public. Ben, c'est des milliards d'euros supplémentaires. Oui, mais vous savez très bien... C'est en 2058, c'est de l'ordre de 9 milliards d'euros de plus. Vous êtes un peu gêné parce que vous faites finalement... C'est pas gêné. Non, mais vous êtes dans votre rôle. Il y a un moment attendez, où regardez, il faut regarder les choses en face plutôt qu'essayer toujours de feinter sur le sujet. Que vous disiez qu'il y ait besoin de réformes paramétriques, en clair, de faire des économies. C'est même quelque chose qui se dit... De repousser l'âge de départ. Non, mais attendez, c'est votre antienne. Maintenant, le problème, c'est pas par rapport à Agnès Verdier-Molinier, parce que ce serait sans doute autre chose. Le problème, c'est que toutes les affirmations depuis le départ sont fausses. C'est-à-dire, on nous dit on fait un régime universel, il n'a rien d'universel. On nous dit on fait un régime restrictif. Mais j'entends que vous accusez le gouvernement, mais est-ce que oui ou non il fallait une réforme, et oui ou non on s'en rapproche? Moi je l'ai dit sur ce plateau, quitte à passer pour un social traître, j'ai dit qu'il y avait une réforme qui n'a pas mis une personne dans la rue, qui a une certaine efficacité. La réforme Touraine. La réforme Touraine. Qui repoussait l'âge légal de départ à la retraite régulièrement. Qui augmentait le nombre de trimestres. D'accord, mais très bien, mais c'est pas le grand enfumage auquel on assiste, et qu'il y ait une nécessité d'effort pour les uns et les autres, c'est une chose. Alors, je termine mon point. Et en plus, ils ont une culot de nous expliquer que c'était une réforme redistributive. Elle n'est pas redistributive, ça vient d'être démontré. Sur les profs d'un côté, qui vont avoir une pension de retraite très diminuée, donc c'est bien de taper sur les régimes spéciaux
spéciaux, mais Non, les mais fonctionnaires en on perdent, va en parler. et sur les cadres qui vont gagner. Et en plus, le caractère universel, ça a été démontré, ça coûte une fortune au système, avec cette histoire des plus de 100 000 euros qui ne cotiseront plus comme ils cotisent aujourd'hui. C'est 3,7 milliards, 3,8 milliards par an qui sont perdus, plus de 50 milliards jusqu'à la fin de la transition. Donc pardon, mais pour faire des économies, on a trouvé mieux. Donc, alors, dans cette situation-là, si vous voulez, il y a un problème général de perception de la sincérité de ce gouvernement. Et vous voyez bien la commission spéciale, je n'ai pas que ça à faire que de la regarder, mais vous voyez bien qu'il y a des questions qui émanent d'un Gilles Carrez, de quelqu'un d'un Boris Vallaud, et qui souvent convergent parce que ces cas de figure de l'étude d'impact, les trous béants. L'autre jour, notre présidente de groupe soulevait que même ceux qui ne sont pas concernés par la retraite vont voir leur cotisation retraite augmenter. Et le gouvernement n'a pu dire autre chose. Valérie Rabault. Valérie Rabault, qu'elle avait raison. Donc vous voyez, c'est tous les jours comme ça. Donc comment voulez-vous que ça s'arrête? Il est clair. C'est l'embrouille permanente, pardon de le dire. Il est clair que dans l'étude d'impact, il y a énormément de trous dans la raquette du chiffrage. Le Conseil d'État l'a dit, que c'était insatisfaisant dans tout ce qui est matière financière. Et c'est vrai qu'on le voit. Rien que sur la question des cotisations employeurs de l'État, c'est 42 milliards d'euros de cotisations employeurs de l'État qui vont disparaître parce que l'État va se mettre au niveau des cotisations employeurs des autres employeurs. Et quand on dit c'est les gens encore du privé, les cadres, etc., qui vont bénéficier de la réforme, attendez, qu'est-ce qui va payer maintenant les cotisations que l'État va plus payer? Alors dans l'étude d'impact, on voit juste ce sera compensé. Ah oui, on ne sait pas combien. C'est 42 milliards en 2025. Oui, mais on ne sait pas combien ce sera en 2052, en 2053. Là, il n'y a personne qui nous dit, même en 2037, on ne sait pas combien c'est. Donc là, il y a vraiment un sujet, parce que dire, ah oui, il y aurait des cadres qui gagneraient, mais attendez, et eux, ils vont sûrement financer demain les pensions des agents publics qu'on va revaloriser, parce que François oublie de le dire, il y a quand même 15 milliards sur la table, ça il le dit pas, François, il dit plein de choses. Mais moi je dis pas le contraire, mais c'est... Mais il dit pas qu'il y a 15 milliards sur la table pour revaloriser justement pour que les agents, les enseignants n'y perdent pas, qu'en plus on veut leur faire la clause à l'italienne, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Pas les enseignants. On ne sait pas. On ne sait pas. La revendication syndicale, c'est que toute la fonction publique... toute la revendication syndicale avait été entendue et le projet a été retiré depuis longtemps. Donc il demande que tous les fonctionnaires de l'État, des hôpitaux et des territoires aient un calcul sur les 6 derniers mois. Alors, soi-disant une clause à l'italienne qu'on ne retrouve pas. C'est pas ça la situation. On va passer au deuxième chapitre. La situation, c'est qu'on est en pleine négociation. Les salariés du privé, 25 meilleures années, ça va être la carrière. Les fonctionnaires, 6 mois, ça va être les 25 meilleures années. Donc tout le monde recule. Et on aura l'occasion d'en débattre. C'est pas du tout ça ce vers quoi on va. Sur les 25 meilleures années, on dit que quand on va basculer, on fera peut-être sur les 12 si jamais vous avez déjà cotisé la moitié d'une carrière. Et puis on dit que pour les gens du public, on va extrapoler potentiellement leur niveau de salaire en fin de carrière. Deuxième thème de ce match. C'est pas le cas dans la réforme, mais c'est ce qui est en train de se négocier. Deuxième thème de ce match, c'est cette étude de l'OFCE sur les mesures fiscales et sociales du gouvernement. Une étude dont les conclusions sont sans appel. La politique d'Emmanuel Macron profiterait surtout aux actifs du privé et aux plus aisés. Précisons que cet observatoire est un cercle de réflexion classé plutôt à gauche. Mais voilà ce qu'il en ressort. Les 5% de Français les plus pauvres devraient voir leur niveau de vie se réduire d'environ 240 € par an sous l'effet des mesures socio-fiscales mises en œuvre entre 2018 et 2020. Dans le même temps, les 5% les plus riches devraient voir le leur grimper de 2 905 € par an. Qu'en pense Jean-Marc Gabouty, le vice-président du Sénat, est en salle des conférences avec Alexandre Poussard. Jean-Marc Gabouty, d'après cette étude des économistes de l'OFCE, eh bien, les classes moyennes supérieures françaises vont être les grandes gagnantes des baisses d'impôts du budget 2020. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron est le président des riches ? Non, je crois qu'Emmanuel Macron est le président de tous les Français, pas uniquement des riches. Alors, les classes moyennes supérieures et les classes moyennes en général, parce que la baisse de la taxe d'habitation, c'est pour tous ceux qui payaient la taxe d'habitation, sauf pour l'instant les plus riches. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est pour les salariés. La baisse de l'impôt sur le revenu, c'est pour ceux qui payaient le moins d'impôts sur le revenu, donc c'est pour l'ensemble des classes moyennes. Bien évidemment, l'effort n'est pas le même, ou du moins il n'y a pas les mêmes conséquences pour ceux qui jusqu'à présent étaient exonérés de taxes d'habitation et d'impôts sur le revenu. Ce sont des mesures qui ne les ont pas touchés. Alors, d'après cette étude, 5% des classes les plus modestes du pays vont voir leur revenu baisser de 45 € cette année, à cause notamment de la réforme de l'assurance chômage, de la fiscalité sur le tabac, également de la baisse des APL. C'est un peu injuste socialement.
Alors, d'abord, 70% sont concernés par les baisses d'impôts, les différentes mesures qu'on a évoquées. Alors, sur les 5%, ce qui est éventuellement contestable, c'est un problème de périmètre. Est-ce que la réforme de l'assurance chômage doit rentrer dans ce calcul ou pas? Moi, je ne le crois pas. Le tabac est en principe considéré comme hors calcul. Donc c'est uniquement la réforme APL qui peut avoir effectivement un impact. Mais par ailleurs, il y a eu des augmentations de minima sociaux, comme l'aide adulte handicapé. Il y a eu la prime d'activité également, qui, dans les mesures de début d'année liées au mouvement Gilets jaunes, a été revalorisée de manière significative. Donc il y a également eu des mesures qui ont été prises. Donc il faut voir ensuite entre la baisse pour l'immense majorité des Français de la fiscalité et puis l'effort de solidarité à mener en direction de familles qui sont en difficulté. Mais quand ils n'ont pas d'emploi, c'est temporairement en difficulté, c'est ce qu'on espère. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction, Jean-Marc Gabouty. Merci beaucoup Alexandre sur cette étude, Agnès Verdier-Moulinier, étude de l'OFCE donc. Alors il faut savoir que c'est très difficile de faire ce genre d'études. Nous à la Fondation IFRAP on s'est essayé justement à regarder par exemple les recettes d'impôt sur le revenu 2019-2020 par rapport à 2017 et 2018 et qu'est-ce qu'on aurait payé si on n'avait pas eu le prélèvement à la source, si on n'avait pas eu la baisse de 5 milliards. Et d'ailleurs on a fait des simulations, on s'est rendu compte qu'on aurait payé 3 milliards de moins d'impôt sur le revenu sur 2 ans si on n'avait pas eu le prélèvement à la source et si on n'avait pas eu la baisse de 5 milliards. D'ailleurs c'est très intéressant. Quand vous regardez l'étude de l'OFCE, ils reconnaissent comme nous, un peu entre les lignes, qu'on ne trouve pas les 5 milliards exactement de baisse d'impôts. Pourquoi? Parce que Bercy a fait un calcul super intelligent, c'est qu'ils ont calculé la baisse de 5 milliards sur les revenus des Français en 2019, mais pas sur les revenus en 2020. Donc ils sont en contemporanéité sur le prélèvement de l'impôt, mais ils ne sont pas en contemporanéité sur le calcul de la baisse d'impôt. Donc là, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Par ailleurs, ça a été dit par le sénateur tout à l'heure, ceux qui sont les 10% qui gagnent le plus, c'est-à-dire les 3 millions et quelques de ménages qui gagnent plus que 4 000 et quelques euros par mois, ceux-là, ils ne sont pas concernés par la baisse d'hier, la baisse d'impôt sur le revenu. Pourtant, quand on regarde les schémas de l'OFCE, il y a une grosse proportion, en 2020 de leur gain de pouvoir d'achat qui est lié à cette baisse d'impôt sur le revenu, qui ne leur est pas destinée et qu'ils n'auront pas. Pourquoi? Parce qu'en 2020, il faut le dire, il y a un double barème de l'impôt sur le revenu. Et ça, personne ne s'en est rendu compte. Donc je pense qu'il y a eu peut-être là-dessus un petit cafouillage sur les chiffres. Il y a ça. Il y a le fait qu'ils n'ont pas calculé qu'avec la baisse d'impôt sur le revenu de 2020, il y a une baisse qui n'est pas de 5 milliards, mais en plus sur ceux qui gagnent plus de 100 000 euros par an, il y a une hausse de 1 milliard d'euros. Ça, on l'a retrouvé dans nos estimations et on en est absolument certain. Donc, il y a non seulement pas de baisse, mais en plus une hausse. Ça, elle n'est pas calculée par l'OFCE. Par ailleurs, la taxe d'habitation, qui n'est pas... il n'y a pas de baisse. Il l'a dit, le sénateur, sur la taxe d'habitation pour les 10%. Mais ils ne l'ont pas intégré, c'est pas vrai. Si, c'est marqué dedans. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser parce que je crois qu'ils ne sont pas partis exactement des bons chiffres. Après, il faut reconnaître que c'est compliqué. Mais pour nous, à la Fondation IFRAP, quand vous faites les plus et les moins, on l'a fait, entre le PFU, l'impôt sur la fortune modifié, taxe d'habitation, CSG, cotisation Alors, vous n'êtes pas la sociale, seule à la contester, cette étude, si vous voulez bien. Avant que je vous donne la parole. À la fin, on arrive à une stagnation et non pas un gain. On va écouter, c'est juste Sibeth Ndiaye, ça dure 15 secondes. François Calfon, je vous laisse la parole parce qu'elle remet en question aussi l'étude. L'étude de l'OFCE que vous citez, elle ne prend pas en compte toute la politique qui est mise en place par le gouvernement. Elle ne prend pas notamment en compte les efforts qu'on fait en matière de formation, et ils vont notamment en direction des plus modestes. Elle ne prend pas en compte le relèvement de certains minima sociaux. François Calfon. Écoutez, avant d'entrer dans le détail, je vais rentrer dans le détail. Et les faits qui sont posés par cette étude, ils sont incontestables. C'est-à-dire, d'abord, et c'est malheureux qu'on ne voit pas cette courbe, je vais essayer de développer mon... Je n'ai absolument pas coupé la parole. Les 5% qui gagnent 2 900 euros en moyenne, ça a été constaté partout par l'effet cumulé de la baisse, de la suppression de l'ISF, et de la mise en place de la flat tax, qui n'est pas de la fiscalité donnée aux entreprises, mais bien aux actionnaires sur les valeurs mobilières. Donc ça, c'est incontestable. Et d'ailleurs, il y a, dans le diagramme, il faut vraiment avoir cette image, 2 905 euros de gains. Et quand vous êtes dans le 1%, vous êtes dans les, non pas dans les milliers d'euros, mais dans les dizaines de milliers d'euros. C'est ça la réalité de la politique. Ensuite, on l'a dit pendant des mois et des mois. Et je crois que c'est très intéressant, parce que le grand blabla et les 17 milliards, ça ne profite pas aux
5%. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de dépenses induites qui ne sont pas comptées. D'abord, la baisse des APL, ça c'est très net. Sibeth Ndiaye ne dit pas le contraire, c'est-à-dire que c'est un post-logement. Ensuite, toute une série de taxes et d'augmentations qui ne sont pas comptées, qui ont un impact immédiat sur le train de vie des plus modestes, et notamment de ceux qui sont en rupture. Et puis c'est dit dans l'étude de l'OFCE, je le dis suffisamment sur ce plateau, mais maintenant c'est compilé dans une étude, l'impact des mesures de réforme de l'assurance chômage, c'est tous ceux qui ne sont plus en emploi. Il y a plus d'1 million de personnes qui vont, je crois que c'est 1 600 000 personnes qui vont être concernées par des baisses d'indemnisation, voire des radiations. Eh bien, vous les retrouvez dans ces fameux 5% qui n'ont, contrairement à ce que dit votre reporter, mais c'est pas grave, vont pas perdre 70, mais 240 €. Donc voilà, si vous voulez, le continuum, tout à l'heure, on était sur la question des retraites. On nous enfume sur la redistribution, on s'aperçoit que c'est les cadres qui gagnent le plus, on s'aperçoit que les plus de 100 000 €, on les donne à la capitalisation privée. Et là, autre compartiment du jeu politique, fiscal et social, eh bien, les riches gagnent de l'argent, les 5%, et c'est pas une caricature. Ça, c'est pas contesté. Non, mais c'est une caricature. Voilà, Non, mais c'est là que je suis pas d'accord. Et je réponds sur l'argument intégration ou non des mesures de formation professionnelle. Et minima sociaux, et relèvement des minima sociaux. Elle dit ça n'en tient pas compte. C'est pas vrai. Voilà. Donc le point, il est là, et personne ne conteste, ou alors si vous le contestez, je sais pas sur quelle base, parce qu'il y avait aussi une étude de la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur les 1% les plus riches. Personne ne conteste qu'il y a eu une redistribution massive de pouvoir d'achat. Et je dis bien, c'est même pas le 9e décile fiscal, c'est ceux qui sont au-delà des 4 sucres. Oui, l'OFCE n'est pas la première. Non, mais là, on parle, mais c'est important les quand même. 2900 et quelques euros, on parle des 5% qui gagnent le plus. Et c'est pour ça que je dis attention, faisons très attention. Parce que dans l'étude de l'OFCE, on leur compte une baisse d'impôt sur le revenu qui n'aura pas lieu pour ces personnes-là. Ça a été dit par le gouvernement, ça a été calculé comme ça par Bercy. Nous, on l'a vérifié dans notre étude sur l'impôt sur le revenu pour 2020. Et on leur compte une baisse de taxes d'habitation dont ils ne bénéficieront pas. Qu'ils ont. Donc, en plus, on ne compte... Vous dites ça mais parce que, en 2020, on parle de 2020. Dans 2 ans, on parle de 2020. Dans 2 ans, la taxe d'habitation concerne tous les Français. On parle de 2020. On ne parle pas de 2022. On parle de 2020 ou de 2023. C'est 2020. Donc là, il y a potentiellement des erreurs qui ont pu se glisser dans les estimations. Par ailleurs, on ne parle pas du fait qu'on a une énorme augmentation de la recette d'impôt sur le revenu en 2019 qui a été payée principalement par ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que les revenus exceptionnels, et tout le monde l'a oublié, c'est pas du tout dans l'étude OFCE, ces revenus exceptionnels, ils ont été spécialement payés par ces personnes-là. On ne dit pas que la baisse d'impôt sur le revenu, elle ne bénéficie pas à ces personnes. Quand les chiffres vous plaisent pas, vous cassez le thermomètre. Non. Moi, je veux dire... Et il y a un tiers nourri de tous ceux qui ont gagné le plus d'argent avec cette réforme, ou ceux qui les représentent, pour nous expliquer qu'ils n'ont pas eu de gain de pouvoir d'achat. Attention, quand on a une courbe qui fait comme ça, de manière très très importante sur le final, et qui est vraiment très accusée, parce que là, on voit bien que ceux qui sont juste avant, ils gagnent 850 €, et puis tout d'un coup, il y a une énorme augmentation. Mais c'est la flat tax. Il faut se méfier. Pourquoi ? Non, mais parce qu'il y a eu la flat tax, il y a eu la transformation de l'ISF en IFI. Absolument. Mais par exemple, François, vous reconnaissez une chose, c'est que l'IFI, par exemple, c'est spécialement payé par ces personnes-là. Mais il y a eu une recette. Sur l'IFI, c'est pas forcément les 5%. Une recette d'IFI pour 2020 2 fois supérieure à ce qu'elle était estimée au départ. Précisément, moi ce que j'essaie de faire comprendre. Donc, IFI, impôt sur la fortune immobilière. Ça, c'est un débat intéressant. Ce que j'ai fait de faire comprendre. Qu'est-ce qui va payer ce surplus ? C'est ces personnes-là. Donc attention aux chiffres. La vérité, c'est que quand vous êtes dans les 1%, quand vous êtes dans les 0,5, vous êtes sur des centaines de milliers d'euros. Sur les 0,5%, les 1000 contribuables les plus riches, c'était un gain de pouvoir d'achat de plus de 300 000 €. Alors je reviens à la question de l'IFI. Je ne suis pas un grand défenseur des gens qui ont des biens immobiliers, mais 1 300 000 €, c'est à partir de là que se déclenche l'IFI sur les biens immobiliers. Il y a des gens qui sont des riches, c'est-à-dire peut-être, mais il y a beaucoup de gens qui ont hérité de biens, notamment à Paris, etc. Mais la qui ont pris en valeur avec après, les années. On est pour ou contre l'IFI. Mais la politique de Macron, elle n'a pas dédouané ces gens-là. Elle a dédouané les gens pour qui, dans leur portefeuille de placement, l'immobilier est une petite variable par rapport à l'ensemble des valeurs mobilières dont ils disposent. Et ces gens-là, ils ont fait l'optimisation fiscale. Bien évidemment que le panier IFI, ils l'ont finalement allégé.
au profit d'un certain nombre de valeurs mobilières qui, elles, sont exonérées. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme disait Hollande, le président des riches, c'est Mélenchon qui a dit ça. Hollande a dit à juste raison, c'est pas le président des riches, c'est le président des super riches. C'est-à-dire des gens qui ne vivent pas principalement de leur travail. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je voudrais rajouter quelque chose. Ces chiffres sont gonflés, surévalués. Je pense qu'on le verra sur la durée. Et je pense que c'est bien inférieur par rapport à ce qui a été donné par l'OFCE. Par ailleurs, je voudrais donner un autre chiffre. Il nous reste 40 Entre 2010 et 2017, ceux qui sont ces 5% là dont on parle, ils ont payé 12 milliards de plus d'impôts directs par augmentation d'impôts sous François Hollande, etc. Et j'aimerais qu'on prenne un peu de distance par rapport à tout ça, en se disant que par ménage, ça représente 6 000 € de plus d'impôts par ménage. Donc là, moi, je pense que ces 2 000 € sont faux et que c'est beaucoup, beaucoup moins. Et on donnera des chiffres. Mais la question, c'est qu'avant cela, on leur avait tellement augmenté aussi la fiscalité du capital sur les dernières années. Vous voulez dire qu'ils l'ont bien mérité, quoi? Non, mais personne ne s'est jamais ému du fait que tout d'un coup, on avait augmenté la fiscalité. C'est pas vrai. Mais bien sûr que si. En mettant au barème la fiscalité du capital. On va devoir s'arrêter. Personne ne s'est jamais ému. Le cœur des pleureux sur l'attractivité française et des gens qui partent à Londres, ça fait 30 ans que j'entends ça. Et je suis désolée, on va devoir s'arrêter. Et ceux-là, ils s'étaient pris 6 000 € de plus en quelques années, et tout d'un coup on dit ah mais c'est terrible. La CGT des riches, c'est Agnès Verdier-Molinier. Et vous entendez la petite musique, c'est la fin. Désolée. La CGT des riches. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission, à ce match décidé. Je vais continuer, je vais la clore cette émission. On se retrouve donc lundi à 17h30 et à 22h comme toutes les semaines. En attendant, vous avez rendez-vous avec Oriane Mancini demain entre 7h30 et 9h dans Bonjour chez vous. Son invité politique sera Jean-François Copé, maire de Meaux. Le voilà. Très bonne soirée sur Public Sénat.